Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée pour un nouveau domaine qui sera donc appelé ici la programmation parallèle. Alors nous allons essayer de s'entretenir en quelques minutes sur ce domaine, comprendre le sens, qu'est-ce qui y va avec ce domaine. Donc c'est autour de ces nouveaux concepts que nous allons essayer euh, en fait de s'entretenir. Eh bien donc, pour cela, nous avons un menu que nous allons essayer de voir ensemble. Premièrement, nous allons essayer de voir, de définir ensemble ce que c'est que la programmation parallèle. Puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de la programmation parallèle, on va essayer de définir ensemble, comprendre le sens d'abord du sujet. Essayer aussi en deuxième position de voir pourquoi le parallélisme au cœur donc de la programmation de nos jours. Nous allons aussi essayer de détailler ensemble, parler d'un programme séquentiel et d'un programme parallèle et à la fin essayer d'introduire en quelque sorte ce qu'on appelle le MPI. Nous allons essayer donc de détailler, d'introduire en fait un peu cette notion et avant de continuer sur un autre aspect, peut-être sur une nouvelle vidéo. Eh bien, comme étant dit, nous allons essayer de voir ensemble ce que c'est que la définition d'abord. Qu'est-ce que la programmation parallèle? Alors, la programmation parallèle ici consiste à mettre en œuvre des architectures numériques permettant donc de traiter les informations simultanées. Alors, cette technique ici consiste tout simplement à exécuter les programmes de façon simultanée. Et pourquoi simultanée? Ceci nous amène donc à parler, à poser pourquoi traiter donc des informations simultanées. Alors il faut se poser cette question. Et cette question nous amène bien évidemment à voir pourquoi le parallélisme est donc au cœur de la programmation de nos jours. Et en fait, la programmation parallèle ici, où le parallélisme est au cœur ou est au centre du développement de nos programmes de nos jours. Pourquoi? Parce que il y a donc certains aspects qui sont donc qui sont jugés très importants dans ce domaine. Il y a d'abord ce qu'on appelle la réduction du temps de traitement. Pourquoi on parle de la réduction du temps de traitement? C'est ce que vous pouvez faire en deux temps. Peut-être que ceci, la programmation parallèle vous permet de réduire ce deux temps en un temps donné. Vous voyez un peu, donc ce qui permet donc de gagner en temps en fait, la programmation parallèle. Deuxième de choses, nous avons aussi la puissance dissipée. La puissance dissipée ici, c'est quoi? C'est que la puissance dissipée ici augmente en fait, la puissance dissipée augmente donc la capacité donc de la capacité d'abord électrique, la fréquence, et c'est sans oublier aussi la limite donc physique des microprocesseurs de technologie actuelle. Et c'est ce qui a fait que la programmation parallèle vient en renfort donc à ce manque-là. C'est ce qui fait que la programmation parallèle est beaucoup plus donc sollicitée aussi. Nous allons parler aussi donc du traitement rapide. Ce traitement rapide ici fait justement rapport ou encore fait justement appel à ce qu'on appelle le traitement simultané donc des données. Parce que lorsque ce que nous pouvons donc faire, par exemple, euh, les unes des autres et que ça peut prendre beaucoup de temps, ou soit on a un programme où on doit donc exécuter que ça peut nous prendre assez de temps. Or, en exécutant de façon simultanée ces programmes, alors ça nous permet donc de faire un traitement assez rapide pour pouvoir donc un peu avancer le plus vite que possible et parlant aussi de la performance. Eh bien donc, comme nous avons souligné au départ, nous avons dit, nous nous sommes posé la question, pourquoi traiter donc les informations, les programmes, j'y arrive de façon donc simultanée, alors que on peut donc traiter ce programme de façon séquentielle.
Et c'est ces deux approches que nous allons nous entretenir maintenant. Pourquoi? Un programme séquentiel, d'abord, c'est un programme donc qui s'exécute où on a donc un seul processeur central dont les instructions s'exécutent les unes après les autres. Donc, on a une seule instruction à la fois qui s'exécute. Alors, c'est pourquoi nous avons donc pris un exemple un peu, bon, pas complexe, plus simple pour illustrer ces deux aspects, ces deux concepts afin de mieux cerner ce qui en découle. Eh bien donc, nous allons faire donc la somme de n éléments. Ces sommes de n éléments, ces éléments sont en fait stockés donc dans un vecteur, bien évidemment dans un tableau. Eh bien donc, ce programme, c'est que nous aurons donc un compteur. À chaque fois, nous allons donc par rapport à la position du compteur, nous allons donc faire la somme hein, des éléments du tableau. Ce qui fait que ici, lorsque nous sommes donc à gauche sur le graphe, à gauche, bien évidemment, ici écrit en bas programme séquentiel, euh, on a un tableau contenant donc, je dirais, 7 éléments, bien sûr. Et ce tableau, nous voulons faire la somme donc des éléments qui y figurent. C'est-à-dire que voilà, nous voulons donc faire la somme de tout ça, à partir de 3, 7, jusqu'à arriver donc au dernier élément du tableau qui est donc 8, bien évidemment. Et bien donc, ceci qui consiste à faire quoi? Lorsque nous sommes affaire à un programme séquentiel, alors nous allons donc prendre chaque élément, l'additionner par l'élément n i plus 1, bien sûr. Ce qui veut dire que quoi? Nous aurons affaire ici à 3 plus 7, ce qui nous donne 10. Et après, il nous faut d'abord prendre donc notre résultat. Ce résultat-là, nous allons donc l'ajouter, faire donc la somme avec l'élément du tableau suivant, c'est-à-dire i plus 1, bien sûr. Ce qui fait que nous aurons 3 plus 7, nous aurons 10. Après, nous aurons additionné ce 10 plus l'élément suivant, qui sera donc 10 plus 10, ça nous fait 20, ainsi de suite jusqu'à atteindre donc le dernier élément du tableau où nous allons nous faire sortir donc la somme qui serait égale à 63, bien sûr, ici. Et bien donc, soyons donc attentifs et essayons de faire la différence des choses. Si nous revenons maintenant au niveau de notre deuxième graphe qui est à droite, alors ce graphe ici simule en fait la programmation parallèle, donc un programme parallèle si vous le voulez bien. Eh bien, ceci, c'est le même tableau que nous avons pris et nous avons donc essayé d'exécuter en fait ou simuler en, avec, bon, comme un programme exécuté en parallèle. Ce qui veut dire que quoi? Ici, alors, dans la programmation parallèle, ce tableau, nous divisons par exemple ce tableau ici à chaque processus, et ce processus qui est chargé donc ici de faire la somme, où nous aurons donc autre processus qui sera chargé de rassembler les résultats afin donc de sortir. Et ceci fait que c'est bon. Ce processus qui est chargé de rassembler le résultat ou encore le frontal, euh, lui, il distribue les tâches. Il distribue les tâches en fait. Donc ici, voilà, un processus prend donc les deux tableaux, il additionne, il garde, il envoie donc le résultat au processus qui est chargé donc de rassembler son résultat aux autres et ainsi de suite. Alors, ce qui nous convient, qu'on doit retenir en fait de ces deux aspects, c'est que c'est la notion en fait du temps. Parce que si nous prenons donc ici le temps où le programme séquentiel s'exécute et le temps où le programme parallèle s'exécute, alors on va voir que ce programme exécuté en parallèle a un temps plus petit qu'un programme en séquentiel. Donc, ceci nous ramène à revoir dans la complexité donc, d'un programme. Ici, par exemple, si notre programme en séquentiel sera de n carré ou de n carré, nous aurons donc au niveau donc, du programme séquentiel un ou de n tout simplement, ce qui réduit un peu la complexité, ce qui veut dire que nous avons plus l'accès encore, nous avons un peu donc la rapidité tout, avec tous les aspects
tous les apports positifs que nous y attendons de la programmation donc parallèle. Et voilà en quelque sorte donc c'est ce qui en découle, ce qui nous traduit donc deux aspects que nous venons donc de suivre. Et en fait, nous allons voir donc notre dernier aspect qui est donc l'introduction au MPI. En fait, MPI ici, c'est que MPI, on appelle ça un Message Passing Interface, qui est un outil donc pour des calculs scientifiques à haute performance qui permet d'utiliser plusieurs ordinateurs. Et ceci nous permet, cette librairie nous permet donc de paralléliser en fait nos programmes. Donc, avec tous les aspects possibles, c'est-à-dire avec les différents modules, par exemple, lorsque nous allons entrer en profondeur, parler de Getter, parler de Scatter, je pense bien, et parler tant d'autres choses de Reduce, voilà, avec les avantages plus vraiment intéressants dans avec donc le MPI. Et bien donc, euh, ainsi, nous allons donc essayer de prendre fin. Alors, nous allons nous retrouver sur une nouvelle vidéo qui sera consacrée bien évidemment à l'outil qu'on appelle donc, ou encore à la librairie appelée MPI. Nous allons essayer de voir, euh, entrer en profondeur pour donc plus de compréhension. euh, et encore, n'oubliez pas aussi que le MPI, nous allons donc essayer de travailler avec le programme Java. Alors, nous allons donc essayer de travailler beaucoup plus sur ça parce que c'est un outil très important. Alors, retrouvons-nous sur une nouvelle vidéo. Merci de nous suivre et n'oubliez pas bien évidemment de liker, de s'abonner et de cliquer sur la cloche question que prochainement vous pouvez donc recevoir nos notifications si nous avons une autre vidéo qui est donc en ligne. Alors, merci pour votre attention. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et Dieu le voudra toujours avec plaisir. Merci et excellente journée à vous.